Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer les rivalités les plus chaudes, les plus bouillantes un peu partout dans le monde, quelques semaines après avoir évoqué les joueurs les plus violents de l'histoire dans un style de vidéo un petit peu différent. D'ailleurs j'ai essayé de refaire un petit peu le studio, j'ai ajouté quelques éléments de décor, quelques jeux de lumière, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'ai essayé de créer une ambiance un petit peu plus sympa. J'aime bien. On va donc parler aujourd'hui de derby, de rivalité régionale, de conflits historiques entre deux clubs, en citant évidemment des exemples pas forcément très connus. Donc il n'y aura pas de rivalité française, espagnole, italienne, etc. Et il n'y aura pas non plus de Boca River ou de Celtic Rangers. Je voulais vraiment mettre en avant des rencontres dont on parle pas très souvent, même si ça va forcément dire quelque chose à certains d'entre vous, toujours dans une démarche d'en apprendre un peu plus sur le football et de pouvoir discuter tranquillement de matchs qui valent largement le détour. On va donc commencer dès maintenant pour la première rivalité bouillante entre deux équipes de la même ville, direction l'Amérique du Sud. Pour cette première rivalité, on va filer tout droit en Amérique du Sud et plus précisément en Uruguay à Montevideo pour évoquer la rivalité historique entre le Peñarol et le Nacional. Car si on parle souvent et à juste titre des clubs argentins et brésiliens, l'Uruguay et plus particulièrement ces deux clubs ont leur mot à dire dans la discussion. Avec 8 Copa Libertadores remportées depuis 1960, le Peñarol et le Nacional sont en effet un bout d'histoire du football sud-américain. Les deux clubs jouent à Montevideo, la capitale du pays, et ont remporté 79 des 90 championnats depuis le passage au football professionnel en 1932 et n'ont laissé que des miettes aux autres clubs uruguayens. Ce sont de très loin les deux clubs les plus populaires du pays, depuis leur première confrontation le 15 juillet 1900, ce qui en fait d'ailleurs le plus vieux derby du monde si on enlève les clubs britanniques évidemment, puisque le football est né là-bas. Y fundamentalmente por los marinos que venían en los barcos y lo solían practicar en las playas. Y ahí es cuando nace verdaderamente el fútbol criollo. Le Peñarol est un club d'origine populaire créé par des cheminots qui a pris son nom en référence au quartier dans lequel le club est né et dont les couleurs, le jaune et le noir, ont été choisis en hommage aux couleurs habituelles des locomotives à l'époque. C'est donc à la base un club multisport créé par des Anglais en 1891, présent sur place pour développer le réseau ferroviaire du pays. A l'inverse, le Nacional, qui a vu le jour quelques années plus tard, était comme son nom l'indique lié au nationalisme et a repris les couleurs du drapeau de José Herbacio Artigas, héros de l'indépendance du pays vis-à-vis du Brésil en 1825. On est donc sur une opposition entre les Britanniques et les natifs du pays, des descendants d'Européens, et bien au-delà du football, ce derby est devenu rapidement un symbole en Uruguay. Depuis ce premier match en 1900 et les 540 confrontations entre les deux clubs qui se disputent la suprématie d'une ville et d'un pays tout entier, la rivalité a plusieurs fois dérapé sur et en dehors des terrains. À chaque rencontre entre les deux équipes, que ce soit au Centenario ou au Parque Central, l'ambiance est absolument bouillante, électrique, avec des tifos gigantesques. Ça finit régulièrement en bagarre générale, après des gestes ultra limites pendant le match, mais il y a eu bien pire que ça. En 1994, un jeune supporter du Nacional a été égorgé par un supporter adverse. En 2006, un autre est décédé après des bagarres entre les deux groupes. Et plusieurs fois, des fans ont été tués par balles, notamment en octobre 2016. Cet affrontement ultra-violent avait d'ailleurs engendré la suspension du championnat pendant quelques jours, mais ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté puisqu'un autre supporter est décédé après la célébration du titre en 2019. Aujourd'hui, les deux clubs fragilisés financièrement sont clairement en perte de vitesse en Amérique du Sud et n'ont plus remporté de Copa Libertadores depuis la fin des années 80. Cette fois-ci, nous sommes en plein dans les Balkans pour évoquer la rivalité entre le Dinamo Zagreb et le Hajduk Split, le fameux derby éternel, même si ça n'a rien d'un derby sur le papier, puisque les deux plus grandes villes de Croatie sont éloignées de quasiment 400 km. Anciennement membres du championnat yougoslave, avec notamment l'Étoile Rouge et le Partizan Belgrade, les deux équipes se disputent la domination nationale depuis l'indépendance de la Croatie et le lancement du championnat croate en 1992. Même si le Dinamo Zagreb écrase complètement le championnat depuis 2006, la rivalité entre le club de la capitale et le club de la ville côtière la plus riche est toujours d'actualité aujourd'hui évidemment, surtout entre ces deux groupes de supporters. Les Bad Blue Boys de Zagreb, dont on avait parlé dans la vidéo sur Zvonimir Boban, et la Torcida de Split, qui est selon plusieurs sources le premier véritable groupe de supporters ultra en Europe, faisant son apparition en octobre 1950. L'histoire est assez drôle d'ailleurs, puisque en fait c'est des marins croates qui avaient eu la chance d'assister à la Coupe du Monde du Brésil en 1950, qui sont revenus en Croatie fascinés par la ferveur et les chants des supporters brésiliens durant la compétition. Du coup, ils ont voulu faire la même chose à Split et c'est comme ça qu'est née la Torcida. Alors que les deux groupes de supporters avaient auparavant pour passion commune de détester les ultras des équipes serbes, depuis l'indépendance, ils se haïssent mutuellement pour combler le vide. Alimentés voire intensifiés par la politique et les changements de gouvernement, les deux groupes parmi les plus violents au monde ont fait baigner leur confrontation dans la violence et la recherche permanente de la supériorité. Si le score a de moins en moins d'importance, étant donné la domination
situation du club de la capitale et les gros problèmes financiers de Split au début des années 2010, le spectacle était bien souvent en tribune et le tableau d'affichage concernait surtout le nombre d'arrestations après le coup de sifflet final. On parle d'intimidation, de violence verbale et physique, d'intimidation constante envers l'adversaire, etc., etc. Cette violence qui avait d'ailleurs valu à Split de se faire virer de toute compétition européenne pendant 2 ans en 88, suite à des émeutes contre l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Pas un seul match entre Split et Zagreb ne se joue sans des cordons entiers de policiers entre les tribunes et la sortie du stade, et sans une animosité permanente entre les deux groupes d'ultras. Pour parler de choses un peu plus positives, les supporters de Split se sont fait remarquer il n'y a pas très longtemps d'une très belle manière pour fêter le 70e anniversaire de leur groupe avec un feu d'artifice géant dans cette ville phare de la côte adriatique. C'est peut-être la rivalité la plus récente qu'on va présenter aujourd'hui, étant donné que les Bad Blue Boys sont nés quasiment en même temps que la volonté d'indépendance, c'est-à-dire à la fin des années 80, mais c'est l'une des plus bouillantes évidemment, donc il fallait en parler aujourd'hui. Vous connaissez forcément quelques derbys en Italie, Milan-Inter, Juventus-Torino, la Lazio contre la Roma et plein d'autres, mais la rivalité entre Bergame et Brescia, forcément un peu moins connue, est super intéressante historiquement et toujours très intense aujourd'hui. Les deux villes, à quasiment 50 km l'une de l'autre, se disputent depuis des siècles la domination économique de cette zone de Lombardie, au nord-ouest de Milan, la plus grande ville de la région. Les deux villes ont plein de choses en commun culturellement, des villes fortifiées au Moyen-Âge, qui sont devenues extrêmement attractives sur l'axe industriel entre Milan et Venise vers les années 1850. Deux villes ouvrières qui se sont toujours battues pour espérer devenir la deuxième puissance de la région derrière Milan la majestueuse, et pour asseoir sa domination régionale, une véritable bataille entre les deux provinces depuis presque 1000 ans. Cette rivalité s'exprime aujourd'hui par le prisme du football, même si on dénombre seulement une soixantaine de confrontations entre les deux équipes depuis 1920, Bergame et Brescia ayant souvent fait l'ascenseur entre les deux premières divisions. On notera quand même plusieurs dates importantes de ces derbys. En 1920 d'abord, le premier derby a lieu et se termine sur le score d'un but partout, mais surtout en 1993 pour les premiers gros affrontements entre les supporters. Des banderoles volées, des bagarres de partout, la police complètement débordée, les supporters qui essaient d'entrer dans les vestiaires adverses, plusieurs blessés et des dizaines d'arrestations. L'escalade de la violence encore une fois, le sportif qui passe complètement au second plan, une triste journée pour le football italien qui obligera sa fédération à prendre les mesures nécessaires pour éviter que ça se réitère. Quelques années plus tard en 2001, Brescia égalise à la dernière minute d'un derby bouillant et son entraîneur Carletto Mazzone, insulté pendant tout le match, tape le meilleur sprint de sa vie pour aller célébrer devant les supporters de l'Atalanta. Un petit 100 mètres en 40 secondes pour une célébration exceptionnelle devant la curva bergamasque. La prima volta che è stato a Brescia, era Brescia-Atalanta, è andata sotto la curva e ho pensato che cazzo faccio qua? Si Brescia a connu des joueurs fabuleux durant cette période, que ce soit Roberto Baggio évidemment ou même Pep Guardiola, l'Atalanta est aujourd'hui largement supérieure, 3 fois de suite sur le podium de la Serie A et surtout quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2020. On s'en souvient, c'était contre le Paris Saint-Germain. On est donc sur deux clubs qui vraiment se détestent profondément et qui tentent, au gré des descentes de l'un et de la prise de pouvoir de l'autre, de perpétuer cette rivalité. C'est pas la plus connue, c'est pas la plus récurrente par rapport au mastodonte italien, mais je trouvais cette dimension historique, économique, régionale vraiment très sympa à raconter. Celle-ci va sûrement parler à plusieurs d'entre vous puisque c'est l'une des rivalités les plus marquantes en Europe. Hambourg est la deuxième plus grosse ville en Allemagne derrière Berlin et son club principal, le Hambourg SV, est un monstre sacré du football allemand, 6 fois champion d'Allemagne et surtout vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 83 contre la Juventus. Sauf que dans cette ville du Nord, troisième plus grand port européen, on retrouve aussi un deuxième club, moins connu mais tellement populaire là-bas, le FC St. Pauli, champion de deuxième division allemande en 1977, mais rien de plus au palmarès. Des résultats moyens, mais des valeurs très fortes. Là-bas, dans ce quartier de l'ouest de la ville, pas besoin de trophées pour avoir de la ferveur, pour remplir le stade Millertor toutes les 2 semaines, pour accueillir les fans de ce club ultra populaire en Allemagne et un peu partout dans le monde. 19 Millionen Sympathisanten. Wir sagen eigentlich immer, der FC St. Pauli ist so der deutschen beliebteste Zweitverein. Hambourg contre St. Pauli, c'est un peu David contre Goliath, le petit club catégorisé de gauche, autogéré par ses membres, face au club ancestral et bourgeois de la ville, une vision évidemment historique qui se base en gros sur un siècle d'histoire entre les deux équipes. Et c'est surtout dans les années 80 que la rivalité va atteindre son paroxysme, l'apogée du hooliganisme en Europe qui entraîne l'apparition de certains groupes néo-nazis en tribune à Hambourg, alors que l'ultra-gauche contrôlait les tribunes de St. Pauli. Il y a pas mal de supporters de Hambourg qui sont devenus supporters de St. Pauli, car ils se reconnaissaient dans ses valeurs d'ouverture, de tolérance, etc. Et d'autres justement qui ont fait le chemin inverse. A really important power
over what the club does and how it's run. That's what I think is the greatest difference towards countries where fans don't have no possibility to actually develop that sense of responsibility. Sampaoli est devenu très populaire et beaucoup d'entre vous doivent connaître ce club, complètement à contre-courant par rapport au football business de plus en plus présent, même dans les échelons inférieurs. Alors pour ça, on a l'échelle de Kita. Les deux clubs se détestent depuis quelques décennies et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le derby en 2018 en deuxième division était sous très haute tension, il y avait eu des bagarres quelques jours avant le match avec plusieurs supporters qui ont fini à l'hôpital et même de l'intimidation autour du quartier de Sampaoli. Du côté du sportif, Hambourg a souvent dominé les débats depuis la première confrontation en 1919, Sampaoli faisant souvent l'ascenseur avec la deuxième division et faisant face aussi à de gros problèmes financiers. En 2011, quand le Petit Poucet a pu enfin remonter en Bundesliga et après une disette de quasiment 34 ans contre son club rival, Sampaoli a pris sa revanche. Sportivement, on n'est pas sur le même niveau de domination que le classique uruguayen ou le derby éternel en Croatie, mais cet aspect politique, je trouve, vaut la peine d'être raconté, même si selon certains politologues, cette lutte idéologique n'est plus forcément d'actualité aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un coup d'œil. On revient en Amérique du Sud pour cette 5e rivalité, et plus précisément en Colombie, pour évoquer le super classico du football colombien qui oppose les deux clubs les plus titrés de l'histoire du pays. Le championnat colombien dispose de plusieurs derbys bouillants, que ce soit à Bogota, à Medellín ou à Cali, mais j'ai préféré garder celui-ci pour plusieurs raisons. La première étant qu'il est considéré comme l'une des plus belles rencontres du football sud-américain. Au tout début de la rivalité, à la fin des années 40, entre l'Atlético Nacional à Medellín et le Millonarios à Bogota, il y avait pour la petite anecdote Alfredo Di Stefano qui venait d'arriver depuis l'Argentine pour revêtir ce superbe maillot bleu. Cette rivalité est avant tout une rivalité à caractère culturel et régional entre les deux meilleurs clubs des deux provinces les plus développées de Colombie, une véritable guerre entre les deux équipes qui se sont affrontées quasiment 300 fois dans toutes les compétitions possibles avec un léger avantage pour le Millonarios. Mais ce n'est qu'en 1989 que le rapport de force en faveur du club de la capitale s'est un peu inversé et qu'un match en particulier est rentré dans la légende pour exalter cette haine entre les deux clubs. À l'époque, il y avait plusieurs rivalités, dans les derbys notamment, mais ce match va changer la donne. En quart de finale de la Copa Libertadores, les deux clubs s'affrontent et c'est l'Atlético qui va finir par remporter la série après un match retour ultra tendu à Bogota et des décisions arbitrales fortement contestées à l'époque. René Higuita, que l'on connaît pour ce fameux coup du scorpion et gardien du national en 1989, fait une sortie plus qu'approximative dans les pieds d'un adversaire, mais l'arbitre, qui selon la légende aurait fait tomber son sifflet au moment de l'action, siffle une sortie de but. Évidemment, les rumeurs diront que l'arbitre a subi des pressions pour faire gagner l'Atlético. Le club de Medellín ira ensuite remporter la compétition, une première pour un club colombien. Et ça va véritablement lancer la rivalité qui atteindra son apogée dans les années 90. Dans un pays trop longtemps plongé dans la violence et qui tente aujourd'hui de redorer son blason, les affrontements entre les deux groupes de supporters ont fait rage, entraînant avec eux malheureusement le décès de plusieurs supporters, la plupart ayant d'ailleurs à peine plus de 20 ans. Si le spectacle en tribune est magnifique, avec comme d'habitude des drapeaux, des tifos, des confettis, du bruit de partout et des supporters qui ne s'assoient jamais, en dehors malheureusement, la violence a toujours fait partie de cette rivalité. En 2016, l'Atlético Nacional a remporté une deuxième Copa Libertadores, confortant ainsi son statut du club le plus titré en Colombie. Encore aujourd'hui, les rencontres entre les deux équipes sont ultra attendues et ça fait partie des très grosses affiches de la saison pour asseoir sa domination sur le club ennemi le temps de quelques mois. Car comme on le sait, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. On parle pas très souvent de l'Égypte quand on parle du football africain et pourtant c'est le pays qui a remporté le plus de Coupes d'Afrique des Nations et aussi le plus prospère dans le palmarès de la Ligue des champions de la CAF. Les deux principaux clubs du pays, le Al Ahly Sporting Club et le Zamalek Sporting Club, se disputent la suprématie du Caire, d'un pays et même d'un continent tout entier à travers une rivalité qui a plus d'un siècle. C'est les Diables Rouges contre les Chevaliers Blancs. D'une rencontre qui rassemble à chaque fois plus de la moitié des Égyptiens devant leur téléviseur, deux clubs que certains disent plus puissants que la majorité des partis politiques sur place. Il y a tellement de choses à dire sur cette rivalité qui mêle football, histoire, lien avec les politiques. Il y a tellement d'effervescence autour du match. C'est la plus belle affiche footballistique sur le continent africain. Historiquement, on revient à des racines plus classiques pour un derby d'une grande ville. L'opposition dans les années 1910 entre Al Ahly, la vitrine symbolique des classes populaires, et Zamalek, le club des riches colons britanniques présents au Caire. Sur le plan sportif, les deux ont écrasé le championnat égyptien, la Coupe d'Égypte et ont remporté 15 Ligues des champions de la CAF, plus que n'importe quel autre pays, avec un avantage pour Al Ahly qui a remporté la 10e, la décima,
en 2021. Sur le plan des supporters, la confrontation a donné lieu à des affrontements encore plus violents que ce qu'on a pu voir précédemment, notamment dans les années 60-70. En 1966 d'abord, le match dérape complètement entre les deux équipes et leurs supporters. L'armée doit intervenir pour gérer la situation et s'occuper des centaines de personnes blessées. Quelques années plus tard, rebelote, envahissement de terrain des Ultra Diables Rouges, la police et l'armée interviennent et la saison est totalement arrêtée. Violence dans le stade, violence dans la rue, violence avant et après le match, c'est malheureusement monnaie courante dans ce derby chaud bouillant qui met en exergue la passion débordante pour le football des Égyptiens. Une passion qui envoie plus de 100 000 personnes à chaque derby dans le stade, échaudée par l'enjeu historique de la rivalité. D'ailleurs, le climat est tellement tendu à chaque fois que la fédération a pris une décision claire et précise depuis 1999. Désormais, un arbitre égyptien n'a pas le droit d'arbitrer la rencontre, par peur qu'il favorise telle ou telle équipe. C'est donc à chaque fois un étranger qui doit gérer comme il peut la rencontre. Pour la belle histoire quand même, les deux groupes de supporters ont su faire la paix et s'unir lors du printemps arabe et la révolution en Égypte qui a entraîné la chute d'Hosni Moubarak. Une rivalité qui va donc bien au-delà du terrain et qui continue aujourd'hui de déchaîner tout un continent entre le rouge et le blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur des championnats qu'on met pas trop souvent en avant, donc je trouvais le concept plutôt sympa. J'ai pas pu parler de toutes les rivalités, de tous les derbys évidemment, donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Je serais très chaud de faire un épisode 2 en évoquant ce genre de match bien bouillant, avec un vrai contexte historique ou politique derrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir comme à chaque fois. Je fais un peu de mon mieux pour essayer de proposer du contenu qui sort un peu des contes de foot, donc j'espère que ça vous plaît. Nous on se retrouve comme d'habitude lundi 18 h pour la prochaine vidéo.